Bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur le colloque de Lynne de Mer qui vient de s'ouvrir au musée océanographique. Après avoir rencontré un vif succès à Paris, l'autre, la pièce de l'écrivain Florian Zeller, était proposée à Monaco, au théâtre Princesse Grace. Culture toujours avec l'AIAP qui présente les œuvres de l'artiste peintre Anna Tsarev. Le Grimaldi Forum accueillait lui les ballets de Monte-Carlo pour 2 créations inédites. Et puis du sport et la Roca Team fin prête avant de disputer le Final Four de la Ligue des Champions à Tenerife. Nous ouvrons donc ce journal sur la conférence internationale organisée par Lynne de Mer au musée océanographique, une conférence qui porte sur la recherche scientifique marine et sur laquelle revient Christinda Thomel. Un sujet extrêmement important, la connaissance des océans au service du développement durable. Comment utiliser et mettre en commun les dernières données scientifiques pour mettre en place un nouveau mode de développement plus respectueux pour les océans et sensibiliser le grand public sur les nouveaux espaces marins. Tels sont les enjeux de cette conférence internationale qui a été ouverte ce jeudi matin au musée océanographique par le Prince souverain. Les sciences de la mer et leurs techniques et leurs technologies permettent d'améliorer les connaissances en appliquant celles-ci au processus de gestion et de prise de décision. Elles contribuent à réduire la pauvreté en assurant la sécurité alimentaire de millions d'êtres humains. Elles sont également un outil essentiel de protection du milieu marin en cernant les phénomènes qui l'altèrent et la menacent. Cette connaissance est indispensable pour lutter efficacement contre les pollutions en ciblant leurs sources, pour atténuer les effets négatifs des pressions anthropiques, comprendre le rôle des océans dans les changements climatiques et aider à prédire les catastrophes naturelles. D'une façon générale, elle contribue à favoriser le recours aux océans et à leurs ressources pour un développement durable. L'étude des océans nécessite l'adoption d'une approche intégrée, pluridisciplinaire et intersectorielle. Lors de cette conférence, les problématiques d'ordre judiciaire, économique, social et environnemental des espaces marins sont au cœur des débats, l'occasion donc d'éclaircir quelques points juridiques et scientifiques. Cette année, nous avons voulu en particulier rapprocher les scientifiques qui explorent la mer, qui font des recherches sur tout le milieu marin, des recherches biologiques, des recherches minérales, toutes sortes de choses, et les juristes. Parce que notre institut, l'Institut du droit économique de la mer, est d'abord composé par des juristes. Mais les juristes, sans les scientifiques, ça reste un peu des vœux pieux, ça prépare de très beaux textes, et après, quelle est la suite? En revanche, les scientifiques ignorent souvent superbement le droit applicable. Or, il y a un droit, il y a un encadrement juridique pour tout ce qui est la recherche, ses conditions d'exécution, comment on doit faire ce qu'on doit faire et dans quel cadre juridique des scientifiques peuvent procéder à leurs recherches, à leurs explorations. Une conférence qui rassemble des domaines de la recherche liés aux activités s'exerçant sur les espaces marins, mais qui traite aussi de domaines spécifiques visant la protection du milieu marin, une étendue encore peu connue de l'homme et qui recèle de nombreuses zones d'ombre. Je voudrais insister particulièrement sur un aspect, c'est la méconnaissance des océans. On ne connaît que 5 à 6% de ces immensités qui sont les poumons de la planète et qui recèlent pour l'avenir de l'humanité des ressources encore inconnues. Donc l'important, c'est de prendre conscience qu'on a besoin de la recherche, on a besoin de moyens encore plus importants, parce que faire appel à des fondations privées pour s'assurer qu'on peut encore donner plus de moyens. Je donnerai un exemple. Tout le monde a été évidemment frappé par cet horrible accident de l'aviation de l'avion de la Malaysian Airlines, où finalement ils ont concentré les recherches sur l'océan Indien. Finalement, une partie de cet océan Indien qui n'avait même pas été explorée. Donc c'est pour vous donner la mesure de la méconnaissance que l'on a des océans et pourtant l'importance que les océans peuvent avoir
pour l'avenir de l'humanité. Cette conférence de l'Inde-Mer refermera ses portes ce vendredi en fin de journée au Musée océanographique. Mais sachez que l'Institut océanographique donnera une conférence le 30 mai prochain à Paris sur la gouvernance de la haute mer. Vous venez de le voir, de nombreux scientifiques ont pris part à cette conférence internationale. Parmi eux, François Jacques, le président de l'IFREMER, nous parle des dernières avancées scientifiques en la matière. Le milieu marin, c'est à la fois celui qui occupe la plus grande part de la planète et en même temps c'est celui qui est le plus mal connu. Si vous comparez à ce qu'on sait sur la Terre ou à ce qu'on sait même sur l'espace, depuis qu'on a les satellites, le milieu marin est probablement le moins bien connu. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'y est pas, on ne peut pas être partout. Alors qu'est-ce qu'on commence à savoir et qu'est-ce qu'on commence à apprendre, sachant qu'on en sait encore très peu. D'abord, on commence à mieux comprendre comment se comporte le milieu marin, c'est-à-dire comment se comporte l'océan, quelles sont les circulations océaniques, quels sont les grands courants, comment ils évoluent, quelle est la température de l'eau, la salinité. Tout ça, ça se fait, ça c'est vraiment l'avancée des 15 dernières années, grâce à un réseau d'observation qui s'appelle Argo, qui compte près de 3000 bouées dérivantes sur tout l'océan de toute la planète en coopération mondiale et qui nous permet justement de commencer à comprendre comment on modélise l'océan, comment on le représente, et ça c'est absolument clé pour la compréhension du climat, des processus climatiques, des processus météorologiques. Ça, j'allais dire, c'est une première avancée, je crois, qui est très importante. Une deuxième avancée, elle tourne plutôt autour de tout ce qui est cette fois-ci biodiversité, recherche biologique, connaissance de ce que comporte l'océan comme vie. Et là, on sait qu'une part écrasante de la biodiversité sur la planète Terre est dans les océans et qu'on en connaît une toute petite part. Je crois que le troisième élément important, ça va être tout ce qui tourne autour de la compréhension, cette fois-ci, de la physique du fond des océans, de l'observation du fond des océans. Cette fois-ci, ça va pouvoir être de la géophysique. Alors ça va pouvoir aller aussi avec des questions de comprendre quelles sont les ressources minérales ou les ressources énergétiques qui peuvent se trouver dans les océans. Et là aussi, on fait des progrès de plus en plus importants. On a par exemple au cours des 30 dernières années détecté des formes de minéralisation, donc formation de minerais au fond des océans, par exemple sur la dorsale atlantique ou sur un certain nombre de dorsales, sont des sources hydrothermales, donc de l'activité volcanique qui petit à petit a concentré du minerai et a produit là aussi des formes qu'on ne connaît pas sur Terre. Quel message vous souhaitez faire passer au grand public ? Le message, le message est vraiment que l'effort qu'on a déployé aujourd'hui pour la connaissance de la mer, il est d'un ordre de grandeur considérablement plus faible que tout ce qu'on a fait, une fois encore, sur le terrestre et sur le spatial. Que l'océan en tant que, à la fois régulateur du climat, en tant que quand même pourvoyeur de ressources, en tant que bientôt on aura 50 à 60% de la population qui vivra près des côtes, donc qui sera sensible à tous les aléas qui viennent du milieu marin. Je crois qu'il y a un effort absolument majeur à faire en termes d'acquisition de connaissances, alors pas à la fois de l'acquisition de connaissances parce que l'homme aime savoir ce qu'il y a autour de lui, mais aussi de l'acquisition de connaissances pour agir, pour comprendre, pour aider les politiques publiques, pour aider les citoyens, pour voir comment on se comporte vis-à-vis du monde qui est autour de nous, comment à la fois on s'en sert et on le préserve. Et je crois que là-dessus, on a encore beaucoup d'efforts pour justement bâtir ces outils où, comprenant quel est l'environnement marin, comprenant comment il fonctionne, on sera mieux à même à la fois d'en user, parce qu'il y a des services écosystémiques et donc c'est important de pouvoir en bénéficier, mais aussi de les préserver et de ne pas dénaturer ce qu'on lèguera à nos enfants. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Le ministre d'État s'est rendu à la maison d'arrêt de Monaco, l'occasion pour Serge Tell de découvrir en compagnie notamment de Philippe Narmineau, directeur des services judiciaires, cet établissement situé à Monaco-Ville. Comme a pu le constater le ministre d'État, la maison d'arrêt comporte 2 zones distinctes destinées à l'administration pénitentiaire d'une part et à la détention d'autre part. Elle permet d'accueillir 90 détenus répartis en 3 quartiers, hommes, femmes et mineurs.
Après Tout à refaire de Philippe Lelouch et Avant Mari et femme de Woody Allen dimanche, le théâtre Princesse Grace proposait mercredi la pièce de Florian Zeller, L'autre, qui avait pour thème principal la vie de couple et son quotidien. Sandrine Nègre, Louis Borgia et Alexandra Paolini ont rencontré les comédiens avant leur montée sur scène. Regardez. Il faut que je te parle. Oui, quoi? Je sais pas comment dire, Qu'est-ce qu'il y a? Enfin... Depuis quelque temps... Non. Quoi? Ton regard, tes yeux au sol. Ne me dis pas que... Ta façon de ne pas dire... Ne me dis pas que... Si. Chaque fois que je fais la connaissance d'un couple, je me demande pourquoi les deux personnes vivent ensemble. Cette phrase de Sacha Guitry illustre bien le fait que la vie à deux est un sujet qui inspire depuis bien des années les auteurs. Dans L'autre, Florian Zeller se penche lui aussi sur le couple en soulevant un point important. Pour rester ensemble et amoureux, faut-il ne pas habiter avec son conjoint? Elle, c'est la fiancée, disons, de lui, qui est jouée par Christophe Desposty. Et puis, elle a également un amant, Geoffrey Bourdonnais. Voilà, elle est un peu entre les deux et elle est un peu sur une histoire de fin avec lui. Quelque chose qui est en train de tomber, quoi, de finir. Et en même temps, il pourrait potentiellement se passer quelque chose avec l'autre, mais c'est plus compliqué que prévu, quoi. Il est quelle heure? Il est l'heure. Je me suis endormie. Ça fait longtemps que je me suis endormie. Non, tu étais dans mes bras. Tu t'en vas? Oui, il est l'heure. L'heure de quoi? Tu ne peux pas dormir ici. Non, c'est gentil, je crois que c'est mieux si je rentre maintenant. Mais rendors-toi. J'étais tellement bien dans tes bras. Tu me manques déjà. Oui, mais... J'aurais voulu que tu passes la nuit ici avec moi. Oui. Me réveiller auprès de toi demain matin. Ce n'est pas possible. Sentir ton odeur. Je te dis, c'est mieux si je pars. Allez, reste. Tu sais quelle heure il est? C'est mieux si je pars maintenant. Tu n'as pas l'air d'aller. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me poses la question? C'est à cause de lui, hein? C'est à cause de lui. C'est quand même mon meilleur ami. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. On savait tous les deux que ça allait finir par arriver, non? Une pièce qui, comme la vie de couple, peut avoir plusieurs degrés de lecture avec ses moments de rire et ses instants plus dramatiques. Elle et lui ne sont d'ailleurs pas forcément d'accord sur tout. Il s'enferme dans une solitude surtout déjà, ce qui lui fait avoir des idées noires et ce qui lui fait voir des choses qui sont peut-être pas forcément là et d'autres qui le sont, enfin que tout se mélange. Parce qu'il sent très bien qu'elle s'échappe déjà et qu'elle est en train de partir, enfin que les choses sont déjà un peu jouées quoi entre elles. Ah ouais. Entre eux, non? Ouais. Non mais moi j'ai l'impression que c'est surtout sa solitude qui fait que tout d'un coup tout se perd quoi, et qu'elle elle est pas forcément prête à partir, mais son humeur, son énergie à lui fait elle va partir. Mais j'ai pas l'impression que c'est joué. Ah bon? Moi, je trouve que, enfin, de toute manière, de manière générale, dans un couple, je pense que les choses sont en fait, on joue pas la même chose depuis le début. Il aurait fallu deux pièces différentes tous les deux. Mais du coup, pour nous, c'est très intéressant parce que chacun parle. Enfin, on peut avoir une version. Non, mais ça se rejoint, hein, on rigole là, mais ça. Je suis l'autre, entre autres. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Entre autres, je suis l'autre. Je suis tour à tour son ami, à lui. Je suis l'autre pour elle. Et je suis aussi, par moments, un personnage qui est incarné pour les besoins de la dramaturgie, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Donc je suis plutôt sa part d'ombre à lui, inconsciente, une part un peu refoulée, qui s'incarne, parce qu'on a besoin sur le plateau de l'avoir véritablement, mais il y a aussi cette partie-là que l'acteur, bon en l'occurrence moi, mais que l'acteur est amené à interpréter aussi pour cette pièce-là. Et si Lévy 2 inspire des pièces de théâtre, elle est aussi à l'origine de plusieurs films dernièrement sur grand écran, comme L'économie du couple de Joachim Lafosse, plus récemment Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, ou encore Sous le même toit de Dominique Farrugia. Culture toujours avec cette nouvelle exposition dans les locaux de l'AIAP. Anna Tsarev présente ses œuvres, des peintures hors normes dédiées aux rêves et à la musique.
Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy. Il s'agit d'immenses peintures cinétiques qui émanent de l'imagination fertile d'Anna Tsareff. L'artiste traduit l'euphorie de se sentir légère comme dans un rêve. Elle évoque au travers de ses œuvres un langage particulier d'images et de réalité entremêlés de musique. Cette exposition, ce sont des rêves mélangés avec le son qui rentre en harmonie avec l'univers. Ce sont des rêves qui sont harmonieux. On sent qu'on est en train de voler, qu'il y a la musique classique plutôt qui intervient dans ces rêves. On ne l'entend pas, mais on l'imagine très fort. Toutes ces toiles et ces sculptures ont un seul terme commun, c'est-à-dire l'amour en fait. L'amour dans le monde qui se propage et qu'elle essaye de faire communiquer par le biais de ces toiles. Les toiles d'Anna Tsareff sont identifiables par leur épaisse couche de peinture reflétant la lumière. Elles sont riches en couleurs grâce à la technique de travail propre à l'artiste. C'est de la peinture à l'huile. Là où il y a beaucoup de relief, ça sort droit du tube. Donc elle a des gros tubes, elle a des petits tubes et elle les presse contre la toile. Là où il y a moins de texture, c'est une application de peinture qui sort du tube, bien entendu, et puis après, elle avec le pinceau, elle fait le fond. Donc là, il y a beaucoup moins de texture. Je ne pense pas qu'elle soit la seule à avoir fait ça, mais c'est vraiment son étiquette. Quand on rencontre une œuvre comme ça, automatiquement, on se dit « ça, c'est Anna Tsareff ». L'exposition d'Anna Tsareff est à découvrir au Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques jusqu'au 9 mai prochain. Les ballets de Monte-Carlo présentés mercredi au Grimaldi Forum, deux créations inédites. Exceptionnellement, Jean-Christophe Maillot a cédé sa place à deux grands noms de la danse contemporaine, Natalia Orekhna et Marie Chouinard. Le reportage de José Sacré. Si le printemps est la saison du renouveau, avril est traditionnellement le mois où Jean-Christophe Maillot invite des chorégraphes à proposer de nouvelles créations pour les ballets de Monte-Carlo. Le formidable outil chorégraphique qu'est la compagnie des ballets de Monte-Carlo a eu cette année la chance de travailler avec deux chorégraphes exceptionnels, la Canadienne Marie Chouinard et la Slovaque Natalia Orekhna. Oui, deux femmes d'abord, deux femmes chorégraphes que j'apprécie beaucoup. Alors qu'on connaît à Monaco, puisqu'on avait déjà présenté une pièce de Marie Chouinard qui s'appelait Body Remix il y a quelques années. Je crois qu'il avait bien interpellé le public. Et puis Natalia Orekhna qui avait aussi présenté une création avec nous il y a 2 ans. Mais là, je trouvais intéressant de leur ouvrir la compagnie en leur proposant vraiment de travailler sous la forme qu'elles le souhaitaient, toutes les deux. Et toutes les deux ont eu vraiment une relation très différente à l'écriture chorégraphique. Elles sont très complémentaires. Marie Chouinard, c'est une star, je dirais, de la danse contemporaine. Elle s'occupe aujourd'hui de la Biennale de Venise. C'est quelqu'un qui a inscrit son travail d'une manière très identitaire, très particulière depuis de longues années. Et là, c'est une des premières fois qu'elle travaille pour une compagnie dite classique. Et je dirais qu'elle est un peu à l'écriture chorégraphique comme un électron libre, une espèce d'artiste qui a comme ça pour ambition, non pas de raconter des choses, mais d'utiliser la force du corps dans sa relation aux arts plastiques, à la musique très particulière. Quand je suis arrivée à Monaco la première fois en novembre, je ne savais pas si je ferais un duo, un trio, une pièce de groupe. J'en avais aucune idée. Je me suis dit, je vais voir quel est le matériau humain que j'ai. Je suis tombée en amour, j'en ai choisi 14. Alors je me suis dit, bon ben là, je fais une pièce pour 14 danseurs. Alors là, après je suis revenue une semaine, puis là je viens de passer 2 semaines et demie. Donc ça s'est fait en 3 étapes comme ça, mais moi j'ai besoin de cette distance, un peu comme les peintres avec leur toile, il faut reculer, regarder, puis revenir après de plus près. J'ai besoin de ça pour travailler. Les danseurs m'inspirent. Ils me donnent envie de faire quelque chose pour eux, de les utiliser avec leur qualité, avec leur énergie, mais aussi en même temps, j'ai envie de prendre ces êtres-là et puis de les amener
sur d'autres terrains qu'ils ne connaissent pas, de les amener ailleurs aussi. Donc ça devient une aventure partagée. One must simply drop the reserve. In painting, it would amount to constant negation of painting. Natalia Orekna, c'est une humaniste, c'est quelqu'un qui est profondément attaché à observer le monde avec tout ce que ça a de plus beau et de plus laid parfois. Et là, elle est partie sur cette image qui a bouleversé le monde entier, de ce petit garçon de 3 ans retrouvé mort sur une plage en Turquie. Alors quand on parle de ce sujet, évidemment, on a le sentiment que c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est une femme qui est remplie d'espoir, d'amour, de générosité. Et je pense que c'est important que certains artistes soient effectivement touchés par la réalité du monde, parce qu'il a de plus atroce parfois, et de le magnifier. We don't want to. I think we would not want to go to those corners because I feel the hope must never die. Nous n'avons pas voulu, dans notre travail, malgré l'histoire tragique qui nous a inspirés, sombrer dans un désespoir profond. Nous avons préféré la compassion, car nous pensons que, quels que soient les drames, il faut toujours tenter de comprendre et surtout toujours garder l'espoir. L'AS Monaco Basket est bien arrivée à Tenerife où elle dispute le Final Four de la Ligue des Champions à partir de vendredi. En jeu, un premier trophée européen pour la Roca Team. Le reportage sur place d'Anthony Micou. Même à 3000 km de la Principauté, les Rouges et Blancs n'ont pas perdu leur habituelle décontraction. Ils ont découvert à leur arrivée le pabellón Santiago Martín, une salle de 5100 places où se dérouleront tous les matchs de cette compétition. Les joueurs ont participé à un shooting photo organisé par la FIBA, puis ils ont pris la direction de la salle pour observer leur première séance d'entraînement. À 17h ce vendredi, l'ASM défie en demi-finale le club turc de Banvit, son dauphin lors de la saison régulière. Le bilan face à cette équipe, une victoire et une défaite. On essaie déjà de scouter au maximum l'équipe qu'on va affronter. On met des petits éléments en place pour essayer de contrer leur système. Et derrière, on essaie aussi de se focaliser sur nous, faire quelques ajustements en attaque, tout ça. C'est un très gros événement, un Final Four. C'est quelque chose d'unique dans une carrière. C'est une belle aventure et c'est quelque chose qu'il faut qu'on vive pleinement et qu'on croque dedans, quoi. C'est pas la première fois qu'on joue dans des salles pleines à craquer, des salles hostiles. On a rencontré l'équipe grecque, l'AEK Athènes. Et c'était vraiment une ambiance particulière. Donc voilà, une fois qu'on a rencontré ce genre d'ambiance-là, on est prêt à tout affronter, quoi. Et les résultats de la Roca Team à Tenerife seront bien évidemment à suivre sur notre antenne. Restons dans le sport et les 30 ans de la fédération de bobsleigh, de luge, de skeleton. Un anniversaire célébré en présence du président de la fédération, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, mais aussi de tous les athlètes et entraîneurs ayant contribué au développement de cette discipline. Retrouvez d'ailleurs à la fin de ce journal un magazine consacré aux 30 ans de cette fédération créée par le Prince souverain en 1987. Dans un tout autre domaine, les Anges Gardiens de Monaco poursuivent leur maraude. Dernièrement, l'association a pu compter sur le soutien de jeunes entrepreneurs monégasques qui ont offert des pizzas pour venir en aide aux plus démunis. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'association pouvait également compter sur la présence du chanteur italien Umberto Tozzi. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en Principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Un retour progressif du soleil est prévu pour vendredi. Les températures resteront modestes pour la saison. Il fera 11 degrés le matin et 18 l'après-midi. Poursuite de l'amélioration du beau temps ce week-end avec un temps plus doux et davantage de soleil. Le temps sera incertain pour le premier jour de mai avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le mercure sera en baisse.
Le temps se dégradera petit à petit à partir de mardi avant le retour de la pluie prévue pour mercredi. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, on se retrouve pour le magazine consacré à l'AS Monaco. Il sera suivi d'un document sur les 30 ans de la fédération de bobsleigh de Luge et de Sculetton. À très bientôt sur Monaco Info.